Amis auditeurs, bonjour, ici Gauthier, bienvenue sur Fréquence Histoire, je suis accompagné aujourd'hui de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Gauthier, bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, amis auditeurs, nous parlons de la date du 20 septembre 52 avant Jésus-Christ. C'est la fin du siège romain d'Alésia et c'est donc la défaite gauloise d'Alésia, puisque vous le savez, cette bataille, ce siège, a mis aux prises d'une part et d'autre les légions romaines conduites par Jules César, qui avait lancé la guerre contre les Gaules 6 ans plus tôt, en 58 avant Jésus-Christ. Et puis un chef Arverne, on dit Vercingétorix, c'est en fait le Vercingétorix parce que Vercingétorix, Vercingetore en gaulois, en celte, c'est un terme qui, grosso modo, veut dire chef de guerre. Vercingétorix, le Vercingétorix étant le chef de la tribu des Arvernes. Et il a pu coaliser autour de lui, non pas l'entièreté des tribus gauloises, parce qu'il y avait des tribus qui ne voulaient pas de l'alliance, qui préféraient s'allier aux Romains comme les Éduins, mais tout de même, une partie des tribus gauloises s'est coalisée dans un effort de guerre contre Rome, qui a certes eu un succès d'estime à Gergovie, mais qui finalement, Franck, a échoué à Alésia, donc en septembre 52 avant Jésus-Christ. Alors comme tu l'as dit, Alésia s'inscrit dans la guerre des Gaules qui avait commencé en moins 58 avant notre époque. Donc la guerre des Gaules, pour rappel, est une série de campagnes militaires menées par le proconsul romain Jules César contre plusieurs tribus gauloises. Donc la guerre de Rome commence en 58, elle finit en 50-51 avant Jésus-Christ. Et la bataille d'Alésia en 52 est une bataille qu'on peut qualifier de décisive, puisqu'elle mène à l'expansion de la République romaine sur l'ensemble de la Gaule. C'est-à-dire le territoire de la France actuelle. Tout à fait. Alors que militairement, les Romains sont plutôt forts, d'un point de vue de la technique, également en termes de force de siège, de capacité à mener des troupes d'un point à un autre en territoire ennemi. Il y a un autre facteur qui a beaucoup joué dans cette guerre des Gaules et dont on reparlera, c'est la division interne entre les tribus gauloises qui ont facilité la victoire de César. Alors certes, Vercingétorix a essayé d'unifier les tribus gauloises contre l'envahisseur romain, mais cette tentative a échoué. Alors bien que César ait décrit cette invasion, donc la guerre des Gaules, comme une action préventive et défensive, la plupart des historiens aujourd'hui, Gauthier, s'accordent à dire que cette guerre, elle est menée principalement pour stimuler la carrière politique de César et également, toujours la question d'argent, pour rembourser ses dettes. Alors cette guerre, concrètement, cette victoire, pour être plus précis, lui ouvre la voie à Jules César et cette voie le mène vers la guerre civile qui fera de lui, à son terme de la guerre civile, le seul dirigeant de la République romaine. Cependant, la Gaule est d'une importance significative pour les Romains, car ils ont été attaqués par divers membres des tribus natives de la Gaule, et donc en fait cette conquête de la Gaule a permis à Rome de sécuriser la frontière naturelle du Rhin. Cette guerre, elle est décrite par César dans ses Commentarii de Bello Gallico, commentaires sur la guerre des Gaules, qui reste, concernant ce conflit, la source historique la plus importante. Alors concernant la bataille d'Alésia, il existe, Gauthier, un consensus scientifique à la suite des fouilles engagées par l'empereur Napoléon III, puis également dans les années 1990 par une équipe franco-allemande dirigée par Michel Rédé et Zygmunt von Schnurbein, pour faire d'Alésia située en fait en Côte d'Or à Alys-Sainte-Reine, parce que différentes structures de siège, des vestiges de l'époque gallo-romaine ont été identifiées. Alors cette localisation, elle fait débat, parce qu'elle revêt à la fois d'une dimension politique et symbolique. Pour certains, cette bataille est fondatrice de l'histoire de France, notamment dans le cadre du régime de Napoléon III au XIXe siècle, et c'est également un point d'ancrage dans l'identité nationale. Donc les controverses sur cette localisation continuent. Donc aujourd'hui, deux thèses s'affrontent, celle mise en avant par Napoléon III et celle mise en avant par le latiniste Jules Quicherat, qui allait que selon les textes antiques, le site ne peut être que quelque part en Franche-Comté. Quoi qu'il en soit, cette guerre des Gaules va mettre en avant, on va dire, Jules César, qui va devoir, Gauthier, user à la fois d'un génie militaire,
pour traverser justement cette Gaule chevelue composée de différents peuples, de différentes tribus, amis la veille, ennemis le lendemain, à nouveau amis, à nouveau ennemis, et également, Gauthier, ces fameux talents militaires qu'on retrouvera à Alésia, même s'ils avaient été mis à mal lors de la bataille de Gergovie. Oui, effectivement, c'est une victoire décisive, enfin une bataille décisive, comme tu l'as dit, Franck, même si la guerre va encore durer à peu près 2 années, parce qu'il y aura des affrontements, des petits affrontements entre les Romains et différentes tribus gauloises, c'est tout de même une bataille décisive. On connaît ce tableau bien connu de la fin du 19e siècle où l'on voit, enfin c'est deux tableaux, il y a un tableau très connu et un tableau moins connu. On vous les montrera d'ailleurs, ce tableau très connu où l'on voit le Vercingétorix se rendre aux pieds de César. César est assis sur son trône, assisté par des légionnaires et centurions romains. Il y a un guerrier gaulois qui est à genoux et enchaîné. Le Vercingétorix dépose les armes. Il y a un tableau un peu moins connu aussi où on voit le chef gaulois arriver à l'entrée d'un camp romain ou d'un oppidum, je ne sais pas trop. Et le cheval sur lequel il est en selle se cabre, enfin, on a l'impression que le cheval est près de tomber. Je crois que le chemin est assez boueux. Enfin, ça vous montre quand même que ça symbolise quand même la déchéance de Vercingétorix. Vercingétorix qui sera tué, enfin vraisemblablement tué, oui, étranglé, je crois. Étranglé dans son cachot. C'est pas certain, mais c'est ce que dit l'historiographie. Et 6 ans plus tard, à Rome, après avoir défilé comme trophée de guerre à Rome. Alors, il faut dire que Vercingétorix, dans sa jeunesse, avait probablement été un soldat romain, je crois, hein. C'est toute une part de sa jeunesse qui est assez méconnue. Tu l'as dit, Franck, Napoléon III et le Second Empire avaient essayé de valoriser comme cela l'héroïsme des Gaulois à Alésia, et puis aussi cette coalition entre Arvernes et autres tribus qui était un petit peu constitutive dans l'esprit du 19e siècle d'un premier roman national, enfin d'un premier patriotisme Avant l'heure. gaulois, voilà, c'est ça, patriotisme gaulois avant le patriotisme français, avant l'heure. Bon, il en ressort cette phrase que vous connaissez, nos ancêtres les Gaulois, qui a essaimé jusqu'à nos jours, qui a essaimé même durant l'épopée de la colonisation. Ce que tu disais, Franck, concernant les motifs réels de cette guerre des Gaules, dont César, étrangement, est à la fois Acteur et juge. acteur et juge, oui, acteur et commentateur, c'est assez étonnant. Comme quoi c'était une œuvre très réfléchie, et qui probablement, comme tu l'as dit, s'inscrivait certes dans une volonté de Rome d'acquérir un territoire intéressant sur le plan géostratégique, et on expliquera pourquoi la Gaule n'est pas n'importe quelle province en devenir, c'est pas comme l'Hispanie par exemple, mais ça s'inscrivait aussi dans une logique de carrière, parce que César était, vous savez, c'est la fin de l'époque des impératores, comme on dit, c'est une figure un peu providentielle qui essaye de sauver la République romaine contre différentes factions. Et à l'époque, César était en rivalité contre Pompée le Grand. Cette rivalité, elle s'achèvera après la guerre des Gaules, vous savez que César va franchir le Rubicon symboliquement, ça a donné là aussi une expression bien connue dans le langage populaire. César va affronter Pompée, qu'il va vaincre à Pharsale et à Thapsus. Et il le vint physiquement même, c'est-à-dire que Pompée meurt à la fin, et la légende, vous le savez peut-être, dit que en voyant la tête de Pompée, parce qu'un soldat lui avait amené la tête du cadavre de Pompée, César, pris de remords, en aurait eu les larmes aux yeux. Puis pour revenir anecdotiquement sur ce que tu as dit, Franck, la localisation exacte d'Alésia, ça me fait penser un petit peu aux controverses autour de la bataille de Poitiers, par exemple, dont on ne sait pas trop si elle est à Tours, à Poitiers, entre les deux, un petit peu. On avait eu aussi le même type de débat en juin dernier, lors de notre émission sur la bataille des champs cataloniques, plus ou moins aux alentours de Châlons, mais ce n'est pas clair. Juste pour revenir sur le contexte de la Gaule à l'arrivée de Jules César,
Il y a une phrase assez juste d'un livre, d'une grosse somme de 800 pages de Daniel et Yves Roman, qui s'appelle Histoire de la Gaule, 7e, Histoire de la Gaule, 6e siècle, pardon, avant Jésus-Christ, 1er siècle avant Jésus-Christ, qui explique ce qu'était la Gaule pré-romaine. Et il y est dit, je cite, que c'est un monde à la fois brillant et malade, car les capacités exceptionnelles du sol, donc les ressources du sol, ressources minières et agricoles, qui devaient émerveiller Strabon, alliées à celles bien moins remarquables, non moins remarquables, pardon, d'un peuple passablement entreprenant, étaient gâtées par des déchirures sociales, une inadaptation militaire, sans parler de cette donne mal connue que représentait le poids du druidisme. Vous savez qu'à l'époque, la religion dominante, c'était une religion polythéiste, qui était la religion des druides, très en phase, en communion même, on pourrait dire, avec à la fois les éléments naturels, les plantes, le gui, vous savez, vous connaissez toutes ces traditions. C'est cette Gaule-là, Franck, à la fois paradoxale et fractionnée, que compte envahir Jules César, donc en 58 avant Jésus-Christ. Alors il faut également rappeler le contexte géopolitique de l'époque, c'est-à-dire que la Gaule est à la fois rebelle et soumise par certaines de ses tribus, comme les Éduins qui sont alliés de Jules César, mais au niveau de géopolitique internationale, il y a un facteur qui va également accélérer le processus de révolte contre les Romains de la part des Gaulois, c'est que les Gaulois vont profiter de la situation très difficile que connaît Rome, tout simplement parce que Crassus, un des chefs des Romains, qui fait partie du triumvirat, est écrasé par les Parthes en moins 53 avant Jésus-Christ. La légende raconte que Crassus aimait tellement l'or que lorsque les Parthes ont détruit son armée et ses légions, ils lui ont fait couler de l'or dans la bouche pour le tuer. Et donc cette mort de Crassus marque la fin du triumvirat, une espèce d'alliance fragile et précaire qui permet en fait de regrouper des hommes et des partis aux visées contraires, mais qui permet malgré tout une certaine stabilité de la politique romaine, à la fois sur le plan intérieur et extérieur. Et le deuxième facteur qui va jouer dans la prise d'armes des Gaulois, et notamment de son chef le plus connu et le plus emblématique de Vercingétorix, c'est que l'alliance romaine, les Romains sont dans un pays à conquérir et un pays conquis. Et qui dit pays conquis dit vexation, dit humiliation, mais également dit impôt. Et donc ces deux phénomènes conjugués, donc des Romains en difficulté sur les marches, aux marches de l'Est, plus une occupation qui ne dit pas son nom, mais qui est de plus en plus lourde à assumer, vont provoquer cette révolte des Gaulois. Précisons que concernant la jeunesse de Jules César, on estime, Gauthier, que Vercingétorix, en tant qu'aristocrate gaulois, a probablement été, par le jeu des alliances et de la politique des otages, alors lui n'a pas été otage directement, mais on suppose très fortement qu'il a servi comme officier de cavalerie dans l'armée de Jules César. Ce qui va lui donc conférer un avantage certain, à l'image de Varus, en Germanie, mais on en reparlera une autre fois, c'est-à-dire qu'il connaît de l'intérieur les techniques romaines. Plusieurs historiens, à l'image de Le Bohec, parlent d'un Vercingétorix qui est en proie, qui est un peu qui est en proie au doute lorsqu'il sert Rome, et finalement il finit par rendre sa parole, par déshonorer son serment d'allégeance à Rome en se retournant contre Jules César. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la Gaule est un théâtre d'opération assez important, et Jules César en fait va, je pense, d'une certaine façon, Gauthier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais personnifier vraiment le génie militaire romain au cours de cette guerre des Gaules. Oui, véritablement, c'est une personnification effectivement de ce génie militaire, de l'art du siège également, ce qu'on appelle la poliorcétique, parce que l'armée romaine est sensiblement plus préparée à ce type de guerre qu'elle ne l'a été par le passé. Il faut rappeler que quelques décennies auparavant, vers 100 avant Jésus-Christ à peu près, il y avait eu cette importante réforme militaire qu'on avait appelée la réforme marianiste, qui était de l'initiative d'un de ces fameux impératores, Marius, et ça avait permis comme ça d'améliorer. Je crois que on était passé
on avait changé d'armure. Je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'on était passé à ces fameuses armures qui n'étaient plus des côtes de mailles, mais des armures entièrement en métal. Vous savez, ces armures carapaçonnées. Mais il n'y a pas que ça. La puissance de Rome, c'est aussi son organisation hiérarchisée avec les centuries, les légions, certaines novations techniques. Les balistes, par exemple. Alors, ce ne sont pas les balistes que on peut voir dans un film comme Gladiator. Gladiator, on a un peu l'impression que c'est des canons, hein. Les balistes ne tiraient pas comme ça sur de si grandes distances, hein. Mais c'était tout de même des armes impressionnantes parce qu'elles apportaient le feu avec elles, hein, et que c'était des armes qui impressionnaient. Les Romains sont aussi passés par un certain nombre d'épisodes militaires qui ont dû les convaincre qu'il fallait professionnaliser leur armée, qu'il fallait aussi intégrer dans leur armée euh, bien davantage les peuples qu'ils avaient conquis, puisque les Romains, vous le savez, se sont étendus dans les cités italiques, en Étrurie, et puis petit à petit, ils ont incorporé dans la citoyenneté romaine, et donc on ne dit pas l'armée romaine, enfin les légions romaines, différents peuples qui n'étaient pas strictement romains. Et tout cela s'est fait après notamment les différentes guerres puniques. Alors c'est vrai que quand les Romains ont dû voir les éléphants d'Hannibal, même si c'était plutôt des armes spectaculaires, ça a dû les conforter dans l'idée qu'il fallait peut-être se professionnaliser. Puis un événement pas tellement antérieur à la guerre des Gaules qui a contribué à élargir la citoyenneté romaine et professionnaliser l'armée, ce sont les guerres sociales de la décennie 80 avant Jésus-Christ, qui avait vu Rome être aux prises de manière inédite contre certaines cités romaines. Il y avait une sorte de contre-Rome qui s'était formée autour d'une cité qui s'appelait Italica. Rome avait convenu qu'il fallait mieux intégrer ces néo-citoyens, et notamment les intégrer dans l'armée. Alors bien plus tard, il y aura un autre élargissement de la citoyenneté, mais là on n'est pas du tout la même période, c'est la constitution antonine, ce qu'on appelle l'édit de Caracalla, avec un élargissement de la citoyenneté et de l'armée, là pour des raisons essentiellement fiscales, puisque nouveau citoyen, franc égale nouvel impôt. Oui, tout à fait. Il faut aussi préciser que le fait d'intégrer les nouveaux Romains dans l'armée, ça permet également une fraternisation, ça permet également de l'amitié, et puis surtout, c'est aussi des richesses de butin à venir pour les légionnaires qui rentreront chez eux vainqueurs lors de ces multiples campagnes. Donc en fait, César intervient en Gaule, comme il l'a dit officiellement, pour une mission défensive, tout simplement parce que les Germains mettaient à mal cette Pax Romana en Gaule, et pour protéger donc ses alliés gaulois, César intervient donc en Gaule pour justement combattre ces Germains qui menacent ce fragile équilibre. Et en fait, ce prétexte va être l'occasion pour César de pousser les aigles romaines bien au-delà du Rhin, jusqu'en Bretagne, c'est-à-dire l'actuelle Grande-Bretagne. Donc il faut comprendre la guerre des Gaules. Partie inférieure de la Grande-Bretagne. Partie inférieure de la Grande-Bretagne. Il faut comprendre que la guerre des Gaules, en fait, ça va être une campagne qui va être menée sur plusieurs années. Et en fait, chaque année, Jules César affronte un groupe d'adversaires souvent différents. Rappelons également, Gauthier, qu'à l'époque, la Gaule comprend alors une soixantaine de peuples. Les plus connus, on l'a dit, sont les Avernes, les Éduins, les Sécanes, les Rèmes. Et le territoire de la Gaule, à l'époque, comporte 9 à 10 millions d'habitants. Donc certes, sur le papier, ça peut faire peur, mais comme on l'a dit en début d'émission et en préalable, ce sont des peuples divisés à la fois par l'organisation interne au sein des tribus, mais également en termes de langue, de monnaie, de culture. Quand je dis culture, c'est aussi bien, même s'il y avait une espèce d'osmose au niveau de la croyance religieuse, il y a quand même des différences en termes de vie et d'organisation de la cité au sens d'organisation de la tribu. Donc en fait, lorsque César va battre les Germains, il va en profiter en fait pour soumettre les Parisi, donc les ancêtres de franciliens, si je puis dire. Et l'idée en fait, c'est de soumettre en fait tous les peuples qui sont un peu virulents. Et au cours de cette campagne, en fait, Jules César, donc, il va battre les Parisi
assez facilement. Il va attaquer les Avernes. Et un des premiers grands revers de Jules César, que lui-même ne cache pas, Gauthier, c'est la bataille de Gergovie. Donc la bataille de Gergovie, en fait, c'est un siège qui se passe en avril 52, donc quelques mois avant cette victoire définitive, si je puis dire, de César sur les tribus gauloises. César donc remonte avec 6 légions. Et en fait, les Gaulois ne vont pas vouloir l'affronter en race campagne, étant conscients qu'affronter les légions romaines en race campagne, c'est quasiment aller au suicide. Donc ils s'enferment dans Gergovie, et là on a une espèce de guerre de siège qui verra les Gaulois remporter la bataille. Mais en fait, Gauthier, c'est plutôt une petite victoire, dans le sens que l'armée romaine n'est pas du tout défaite ou détruite. C'est plutôt en fait un succès stratégique des Gaulois, plutôt qu'une victoire en bonne et due forme. Oui, c'est plutôt un succès d'estime qui sera pratiquement sans lendemain, puisque effectivement, ça se passe 5 mois auparavant, 5 mois avant la défaite finale d'Alésia, mais c'est quand même une victoire qui parvient à fédérer un peu plus encore ces peuples gaulois autour des Arvernes et du Vercingétorix. Ils peuvent sans doute estimer à l'époque qu'ils parviendront à repousser les armées romaines. Les armées romaines qui ont quand même mis à peu près 7 à 8 ans à conquérir le territoire. Donc ça montre quand même effectivement, non seulement que c'est un territoire étendu, ça on le sait, mais que il est peuplé et bien défendu, hein. Enfin, les troupes gauloises, même si elles sont désunies sur un plan politique et même militaire, n'en restent pas moins des troupes qu'il faut affronter sur le terrain, d'où ces 8 années de conflit, hein. Ça ne se passe pas Alors, en comme quelques tu le dis, mois. effectivement, la victoire de Gergovie est un succès d'estime, mais c'est vrai que la vraie victoire de Gergovie, elle est plutôt politique pour Vercingétorix. Il va pouvoir en fait imposer son rôle de chef à l'ensemble des tribus gauloises, Ouais. mais surtout Gergovie va bercer d'illusions les Gaulois dans leur capacité à pouvoir vaincre les légions romaines. Encore une fois, il y a eu des combats, il y a eu des escarmouches, mais il n'y a pas eu de vraie bataille, enfin, il n'y a pas eu de conflit au sens classique du terme autour de Gergovie. C'est surtout que César ne voulait pas prendre le risque d'être pris entre deux feux, donc très sagement, il a préféré battre en retraite plutôt que de prendre la ville. Donc effectivement, sur le papier, c'est une victoire gauloise, mais ce n'est pas une victoire qui met à mal César en termes de perte de soldats. Alors certes, ça a quand même mis un coup au moral aux armées romaines, parce que les armées romaines ont dû reculer face à des barbares, face à des Gaulois qui sont censés être inférieurs, mais sur le plan numérique et sur le plan de la stratégie, cette bataille n'a pas présenté de grands avantages pour les Gaulois, si ce n'est cette fameuse victoire politique qui permet à Vercingétorix de s'imposer comme le chef, on va dire, unique. Oui, c'est plutôt une victoire en termes d'image. C'est une victoire qui est fédératrice et qui permet au Vercingétorix de coaliser encore plus largement autour de lui. Et puis rappelons également aussi, Gauthier, autre point important, c'est que lorsque Jules César mène la bataille de Gergovie, ce siège de Gergovie, il y a également une révolte généralisée des peuples gaulois, les menaces d'attaque des Iduins et des Avernes dans le secteur de la province narbonnaise en Aquitaine, et donc Jules César, là aussi, il doit éteindre les différents incendies. Et également un fait familial dont on oublie, dont César ne parle pas dans la guerre des Gaules, il en parle très peu, c'est la mort de sa fille Julie, qui est également l'épouse de Pompée, donc qui fragilise également l'alliance qu'il avait réalisée avec Pompée, Pompée qui est également son ancien ennemi et également son futur ennemi. Donc au niveau de la bataille de Gergovie, alors certes, les Romains n'ont pas été capables de prendre la ville, mais il y a également un facteur d'ordre stratégique avec cette révolte dans la province narbonnaise, et également au niveau politique, sa fragilité de son alliance avec Pompée. Donc Jules César, en fait, devait revenir sur ses pas pour un peu refaire ses forces et réaffirmer sa puissance au nouveau peuple gaulois qui est en train de donner naissance à cette grande rébellion. Ouais, parce qu'il faut dire qu'il est finalement il n'est plus lié par des liens de famille à Pompée. À partir du moment où la fille de César est morte, c'est sûr que ça conditionne un petit peu sa future relation avec Pompée, qui deviendra une rivalité et puis ensuite vraiment une guerre civile.
Alors au reste, pourquoi la République romaine et Jules César cherchent-ils à conquérir la Gaule? C'est aussi parce que, comme nous le disions en introduction, la Gaule, sur un plan géostratégique, est particulièrement intéressante. Et cela, César, qui est gouverneur depuis quelques mois lorsqu'il lance l'assaut en 58 avant Jésus-Christ, le sait bien. Et la Gaule, donc, nous le disions, est perçue assez positivement par les Romains, même si les Romains ne sont pas dupes du manque d'unité sociopolitique des Gaulois. Cette bonne observation, enfin ces bons commentaires vis-à-vis des Gaulois, on les connaît par des observations notamment de Strabon qui avait visité la Gaule et qui en avait accouché un portrait assez positif, comme quoi la Gaule était riche de denrées agricoles, qu'elle était pourvue en minerais utiles. Par la suite, un homme comme Quintilien, qui est né en 35, donc bien après les événements, puisqu'il est né sous, je pense que c'était Claude à l'époque, enfin, au 1er siècle, Quintilien explique dans le 6e volume De Institutore Stratoria que, je cite, la Gaule celtique tout entière produit du blé en abondance, du millet et des glands. Toutes les espèces de bétail d'élevage y prospèrent. On n'y voit pas de sol inactif, sauf en quelques endroits défendus par des étangs et des forêts. Il explique que même le sol est intéressant parce que c'est un sol fertile, c'est un sol qui produit énormément de denrées agricoles et qui est finalement le sol de la France que nous connaissons, hein, la Beauce, les vignobles, etc. Implicitement, enfin il y revient plus explicitement ensuite, Quintilien explique même que il y a beau avoir des étangs et des forêts, eh bien, toutes les zones, enfin beaucoup de zones de Gaule sont densément peuplées, et même étonnamment peuplées pour un pays qui paraît comme, pas inhospitalier, mais il y a quand même beaucoup de forêts, un certain nombre de marais. Ces marais et ces forêts sont valorisés par les Gaulois qui n'en font pas du tout... n'en font pas du tout des zones d'exclusion, hein. Ils vivent à proximité et même en partie dans ces espaces. Et donc la Gaule séduit les Romains de manière assez inattendue, on pourrait penser. Elle séduit aussi par la qualité de ses hommes. Les Gaulois, par exemple, sont réputés être les meilleurs étameurs, et ce sont d'ailleurs les inventeurs de ce procédé. De manière générale, les Gaulois sont considérés comme les meilleurs métallurgistes au monde, et ils se font notamment connaître par la fabrication d'épées de fer carburé. Alors vous savez, les épées romaines et les épées gauloises sont bien différentes, hein. Les épées romaines sont courtes et larges en gros, et puis les épées gauloises sont longues et fines, on pourrait dire, pour simplifier, hein. Les Gaulois ont également un niveau de maîtrise correct de la céramique, ce qui fait que quand les Romains les envahissent, il y a une acculturation entre techniques de la céramique romaine et gauloise, mais il n'y a pas tellement d'apprentissage. Enfin, les Gaulois n'apprennent pas ce qu'ils connaissent déjà en partie. Alors après, ils parviennent à répliquer très rapidement des céramiques italiennes. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Et puis, pour autant, l'excellence technique des Gaulois dans un certain nombre d'industries n'empêche pas l'instabilité sociopolitique de ces différents peuples. Et dans le livre que nous avons cité tout à l'heure de Roman, il est expliqué ainsi qu'il y a, je cite, un pourrissement des structures politiques, sociales et militaires. Le terme est un peu fort sans doute, mais ça illustre bien la situation de l'époque avant les invasions romaines. C'est ce que rappelle César dans le 5e livre de ses commentaires sur la guerre des Gaules. César nous explique qu'en Gaule, non seulement toutes les cités, tous les cantons et fractions de cantons, mais même, peut-on dire, toutes les familles, sont divisées en partis rivaux, ce que César appelle des factiones, hein, des factions.
À la tête de ces partis sont les hommes à qui l'on accorde le plus de crédit. C'est à ceux-là qu'il appartient de juger en dernier ressort pour toutes les affaires à régler, pour toutes les décisions à prendre. Il y a là une institution très ancienne qui semble avoir pour but d'assurer à tout homme du peuple une protection contre plus puissant que lui, car le chef de faction défend ses gens contre les entreprises de violence ou de ruse. Et s'il lui arrive d'agir autrement, il perd tout crédit. Le même système régit la Gaule, considérée dans son ensemble. Tous les peuples y sont groupés en deux grands partis. Peut-être, Franck, cela préfigure-t-il cette éternelle guerre, c'est une guerre douce d'une France contre une autre, qu'il s'agisse des guerres civiles que notre pays a connues ou même du conflit transposé dans le champ politique entre droite et gauche. En tout cas, la France est restée est en partie restée ce qu'était la Gaule, c'est-à-dire une nation euh, assez belliqueuse envers elle-même parfois. Oui, mais aujourd'hui, dans les débats politiques, on dit souvent ça ressemble aux Gaulois, devant les divisions. Oui, et quand on dit ça ressemble aux Gaulois, c'est une manière de dire, implicitement, ça renvoie à l'anarchie prêtée à tort ou à raison, à l'anarchie politique prêtée à tort ou à raison au peuple de Gaulle. Alors, suite à cette bataille de Gergovie, ce siège de Gergovie qui n'a pas donné les effets escomptés pour les troupes romaines, petite parenthèse, on a également des doutes sur le lieu de la bataille de Gergovie. Donc, ce qui est quand même assez étonnant que deux grandes batailles de la guerre des Gaules, nous ne savons toujours pas quels sont leurs emplacements exacts. Donc en fait, après cette bataille de Gergovie, ce siège qui a échoué pour des raisons, on l'a dit, géopolitiques, tactiques et stratégiques, Vercingétorix en fait décide d'abandonner sa stratégie en fait de la terre brûlée. Alors en fait, la terre brûlée, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une tactique qui consiste à pratiquer des destructions sur son propre territoire en cas de conflit, afin d'éviter l'adversaire, donc le conquérant, de bénéficier donc de ses ressources. Donc cette stratégie, elle fonctionne d'autant mieux si l'ennemi est loin de ses lignes d'approvisionnement et qu'il se trouve dans l'obligation de trouver ses ressources sur place. Par contre, la technique de la terre brûlée peut également présenter le désavantage psychologique d'être considéré en fait comme une arme de la dernière chance, un peu comme un va-tout, un peu comme après moi le déluge, la dernière option, la dernière possibilité. Mais le problème en fait de la technique de la terre brûlée, c'est qu'elle présente l'inconvénient de supprimer les sources d'approvisionnement potentielles, tant pour le défenseur que pour l'envahisseur. Donc c'est une technique qui est en général utilisée en dernier ressort, et Vercingétorix, que lui, à contrario, Gauthier, il va l'utiliser en premier ressort. C'est-à-dire que dès l'avancée des troupes romaines, l'idée étant de ne pas combattre les Romains en race campagne, sauf si on est en supériorité numérique et en cas d'attaque surprise, pour justement forcer les Romains à combattre dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire affaiblis par la famine ou le manque de nourriture. Sauf que cette technique de la terre brûlée, elle va mettre à dos de nombreux Gaulois qui sont effrayés de brûler leur ville, notamment la ville de Bourges, ou également de brûler des récoltes entières. Et dans un premier temps, cette technique va quand même remporter un franc succès, parce que les troupes romaines avancent difficilement. Il y a le semi-échec malgré tout de Gergovie, et également le fait que cette victoire en trompe-l'œil de Gergovie permet, comme on l'a dit, à Vercingétorix de devenir le chef de l'ensemble de la coalition gauloise, mais elle ravive également la flamme, si je puis dire, de la résistance parmi des peuples qui étaient considérés pendant trop longtemps comme vassaux des Romains, ou voire leurs alliés. Et donc, après cette victoire de Gergovie, Vercingétorix abandonne sa stratégie de la terre brûlée et il décide d'anéantir l'armée de César avant qu'elle n'ait pu rejoindre la province narbonnaise, c'est-à-dire avant qu'elle n'ait pu rejoindre le cœur de ses forces, en fait, le cœur de son ravitaillement. Et en fait, Vercingétorix en fait, bénéficie de cette cavalerie gauloise, qui est quand même plutôt réputée, sur la colonne en marche de l'armée romaine. Alors aujourd'hui, on estime cette colonne à 60 000 soldats, accompagnés de leurs servants et auxiliaires, ce qui fait 100 000 personnes. Donc on estime en fait que cette colonne s'étire sur une distance de 30 km, ce qui est quand même énorme à une époque où on se déplace qu'à cheval ou à pied. Et au cours de cette attaque qui a lieu dans une plaine, donc les Gaulois ils attaquent avec 15 000 cavaliers et 80 000 combattants. Et donc cette attaque surprise en fait se transforme en vraie bataille. Dans un premier temps, les cavaliers gaulois arrivent à tenir
arrive à tenir tête aux légionnaires romains, même plus, à leur infliger de sérieux revers. Mais sauf que César avait dans sa besace une botte secrète, Gauthier, qui est la cavalerie germanique, les mercenaires germaniques. Et la cavalerie germanique à l'époque est très réputée. On a tous cette image dans les films de Germains qui crient, qui hurlent, qui ont des peintures bizarres, qui ont des accoutrements très étonnants, qui ont des longs cheveux, des longues barbes, des longues moustaches. Et donc en fait, cette cavalerie germanique va permettre de rééquilibrer le rapport de force. Et surtout, en fait, même pire que rééquilibrer le rapport de force, l'armée gauloise qui avait attaqué par surprise dans des conditions favorables, en étant cachée, à l'abri, derrière des talus, derrière des rivières, derrière des broussailles, derrière des collines, des bois, cette armée gauloise va devoir battre en retraite et elle se décide à battre en retraite dans le village d'Alésia. Et donc César comprend tout de suite l'opportunité en fait d'enfermer son principal rival dans la ville d'Alésia. Et donc changement de plan, donc réadaptation de l'optique stratégique. Au lieu de remarcher vers son camp de base pour refaire ses forces, il voit qu'il y a un point de rupture dans la stratégie gauloise, c'est-à-dire que les Gaulois ont attaqué en position de force, ils ont échoué leur attaque, ils s'enferment dans Alésia, et Vercingétorix donc décide de préparer un siège, ce qui est peut-être une erreur, mais ça, difficile de le savoir à l'époque. Et Jules César, en fait, en profite pour mettre le siège autour d'Alésia. Donc, en fait, il faut savoir que cette ville d'Alésia, elle appartient au Mans du Bien. Donc, 80 000 hommes arrivent d'un coup dans cette ville, plus les habitants de cette ville. Donc, ça fait beaucoup de gens à nourrir. Et un des premiers actes de Vercingétorix, qui est en fait de renvoyer sa cavalerie, c'est quand même une force maîtresse de la cavalerie, à peu près 15 000 hommes, pour aller chercher une armée de secours. Et donc cette ville d'Alésia, selon les estimations des historiens également de Jules César, elle a un mois pour tenir le siège. Et donc on sait aujourd'hui que César avait 12 légions, ce qui fait à peu près 72 000 Romains et avec 10 000 Germains, et il décide de mettre le siège autour de l'Oppidum d'Alésia, qui contrôle en fait toute la province. Alors il faut dire que l'épisode que tu as cité il y a quelques minutes, là, de la destruction de la cavalerie gauloise, tout comme Alésia, tout comme Jargovie, on ne sait pas exactement où ça s'est passé. On ne sait pas d'ailleurs quand exactement ça s'est passé. On sait que ça s'est passé en gros entre juin et août 52 avant Jésus-Christ. Et quant au lieu, on se demande si c'est entre Asnières ou Belfond, ou dans la vallée de la Vinjane, ou dans la vallée de l'Armançon. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a la destruction d'une grande partie de la cavalerie gauloise par notamment les peuples tributaires de Germanie, qui avaient été sollicités à dessein par César. Et donc, comme tu l'as dit, eh bien, Vercingétorix doit se replier à Alésia avec à peu près 80 000 hommes et vraisemblablement beaucoup trop de bouches à nourrir. Donc, Vercingétorix choisit à dessein de s'enfermer. Ce n'est pas César qui a poussé Vercingétorix à s'enfermer, sauf à considérer naturellement qu'il ait volontairement détruit la cavalerie gauloise en amont pour pousser le chef gaulois à s'enfermer. Enfin, c'est un petit peu complexe de croire ça. Et donc, il y a à peu près, comme cela, un mois et demi de siège. Un siège très éprouvant. 50 jours de vivre, c'est ça, 50 jours de vivre. Et toujours cette incertitude quant à l'arrivée d'une éventuelle armée de renfort. Et la dernière chose importante à noter, c'est qu'à Alésia, César dispose effectivement de toute son armée, à peu près 70 000 hommes, ce qui n'était pas le cas à Gergovie. Et naturellement, une fois les derniers éléments de la cavalerie gauloise détruits dans un engagement préliminaire, l'art du siège, la poliorcétique, est naturellement favorable aux Romains parce qu'ils excellent dans cette technique, jouent un rôle décisif. Il faut ajouter qu'aucun des chefs de l'armée de secours envoyés par la défense d'Alésia n'aurait jamais valu Vercingétorix. Enfin, c'était vraiment... Vercingétorix a tâché d'avoir une armée de secours, mais évidemment, il n'aurait pu avoir que des supplétifs. Et donc, eh bien, la fin d'Alésia était assez prévisible. Ça s'est terminé par eh bien, une reddition du Vercingétorix. Donc, alors la date n'est pas claire.
entre le 20 et le 27 septembre 52 avant Jésus-Christ. Paradoxalement, on ne connaît pas la date, mais l'on sait qu'il y a eu à la fois une éclipse de lune et une lune rouge, donc des phénomènes astronomiques assez impressionnants qui ont sans doute dû jouer sur le moral des Gaulois au demeurant, qui étaient assez superstitieux. Donc on ne sait pas la date exacte de la bataille, mais en revanche, parce que ce sont des phénomènes astronomiques, on sait la date exacte de ces phénomènes. Et donc on peut dater la date de la réédition gauloise à peu près au 24 septembre 52 avant Jésus-Christ. En fait, il faut imaginer en fait le siège, c'est là toute la grande particularité de la stratégie en fait césarienne, césariste à Alésia, c'est que Jules César va construire un camp fortifié, bien évidemment, mais il va surtout encercler d'enceintes, donc l'oppidum d'Alésia, mais également, pour éviter d'être pris entre deux feux, il va également encercler son propre camp. C'est-à-dire, en fait, il faut imaginer que César est pris comme si, en fait, il y a Alésia, vous imaginez un premier cercle, une palissade, et ensuite une deuxième palissade autour de cette première palissade, et entre les deux premières palissades, les Romains. Alors, une double palissade. Alors, pourquoi cette stratégie? Tout simplement pour éviter à l'armée de secours d'être utile et efficace. Cette stratégie présente l'inconvénient d'être un peu enfermé et pas libre de ses mouvements. Par contre, d'un point de vue psychologique et tactique, ça montre le niveau de préparation et le degré d'implication et de maîtrise technique concernant l'art de la polyère cétique. Donc, pendant que César déloge les Gaulois des collines environnantes pour lui permettre de construire ces deux palissades, les Gaulois, qui sont sortis sous l'ordre de Vercingétorix, essaient justement d'ameuter, d'animer la révolte gauloise en leur expliquant qu'il y avait un enjeu décisif et qu'il fallait intervenir pour pouvoir reprendre Jules César entre deux feux. Pendant ce temps-là, Gauthier, Vercingétorix ne reste pas les bras croisés. Ils essayent plusieurs sorties. Donc au début, ils essayent des sorties de jour, ils essayent des sorties de nuit. Mais les Romains maîtrisent parfaitement l'art de la guerre d'un point de vue défensif, et toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Au bout d'un mois, les vivres commencent à manquer, et là il y a un épisode qui est très connu et qui est assez difficile à imaginer, et pourtant il est réel, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait trop de bouches à nourrir, donc on décide d'envoyer les femmes, les enfants, les vieillards, tous ceux qui ne combattent pas, on décide de les chasser de la ville. Et Vercingétorix a le calcul suivant: les Gaulois qui ne combattront plus seront moins de bouches à nourrir, mais surtout les Romains ouvriront les portes des différentes palissades pour en faire des prisonniers. Et là, drame, d'un point de vue gaulois, c'est que Jules César en fait n'ouvre pas les portes. Ce qui fait qu'il y a la ville assiégée, les troupes romaines, et entre les deux, tout un tas de vieillards, d'enfants et de femmes qui ne peuvent pas combattre et qui vont périr sous le regard combiné des Gaulois et des Romains. Alors les Romains, eux, adoptent une stratégie, on va dire, d'attente. Donc ils ont construit leurs différentes palissades pour pouvoir bloquer les Gaulois de l'intérieur et de l'extérieur. Mais il ne faut pas être pris de court. Or, par les émissaires et les espions qu'a Jules César dans toute la Gaule, il sait en fait, contrairement à Vercingétorix qui lui est enfermé, il ne dispose pas d'informations, il sait que cette révolte gauloise ne prend pas les différents adversaires politiques de Vercingétorix, même ceux qui sont partisans d'une attaque totale contre Jules César. Il refuse en fait d'agir. Et en fait, l'erreur qu'aurait pu faire César, c'est de vouloir reprendre le siège d'Alésia et d'attaquer de front. Et il ne fait pas cette erreur parce qu'il a les bonnes informations. Donc les Gaulois vont tenter plusieurs sorties, comme on l'a dit. La cavalerie va revenir, mais elle ne sera pas. La cavalerie gauloise va revenir avec des troupes, mais ce n'est pas le nombre de troupes escompté par Vercingétorix. Bien évidemment, avec ce système de double palissade, les Romains sont parfaitement à l'abri et on peut dire qu'ils contrôlent la situation. Et devant les échecs répétés de ces différentes sorties, Vercingétorix se décide de sortir réellement avec le gros de ses troupes.
Alors, selon certains auteurs, cette sortie serait datée du 26 septembre dans la journée, d'autres partent du 27 septembre dans la nuit. En tout cas, par rapport justement à cette fameuse éclipse lunaire qui apparemment est de couleur rouge sombre, qui aurait été considérée comme un bon présage pour les Romains, mais qui a été considérée par les Gaulois comme un mauvais présage, cette fameuse lune de sang. En tout cas, voilà, officiellement, c'est le 26 ou 27 septembre. Quoi qu'il en soit, les Romains sont attaqués de toutes parts, aussi bien à l'intérieur, enfin les Romains, oui, sont attaqués de toutes parts, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, si je puis dire. Et en fait, César, bien qu'ils passent d'assiégés à assiégeants, ils arrivent parfaitement à résister. Les fortifications tiennent des deux côtés, malgré les tentatives d'escalade, malgré les tentatives de mettre le feu, même parfois de creuser certains tunnels à l'extérieur. Certaines brèches sont réussies, mais concrètement, l'armée romaine tient bon aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette bataille du 26 septembre 52 met apparemment en action 60 000 hommes. Et un des grands hommes de la bataille, c'est un des commandants de la cavalerie de Jules César, Labienus, qui plus tard passera dans le parti adverse, dans le parti pompéen. Mais lors de la bataille d'Alésia, c'est un précieux auxiliaire de César qui seconde parfaitement son chef, aussi bien en respectant les ordres établis qu'en faisant preuve d'autonomie et également de savoir agir au bon moment sans que le chef lui dise tel ou tel ordre. Il a vraiment fait preuve d'initiative. Donc devant ce désastre, Vercingétorix donne le signal de la retraite. Et en fait, les fuyards sont rattrapés par la cavalerie romaine, beaucoup sont massacrés. Très peu en fait arrivent à sortir indemnes, enfin en vie des deux palissades. Ceux qui arrivent à sortir de ce grand emprisonnement rejoignent leur cité. Mais cette fois-ci, la bataille est définitivement, elle est quasiment gagnée au soir du 26 septembre ou du 27 septembre 52 avant Jésus-Christ. Effectivement, alors la bataille est gagnée, même s'il y aura la guerre à peu près pendant 2 ans encore. Et se pose ainsi le sort à réserver au Vercingétorix, sachant qu'auparavant, il y avait eu des cas où des chefs gaulois avaient préféré se suicider, tout simplement, notamment Catuvolcos, qui était le roi des Éburons, et qui avait préféré se suicider à l'if, qui était un poison. L'if, c'était pas seulement le bois avec lequel on allait faire les arcs durant notamment la guerre de Cent Ans, c'était aussi un poison, et Catuvolcos a préféré mettre fin à ses jours de cette manière. Vercingétorix, lui, semblait, non seulement n'avait aucune envie de se suicider, mais il semblait croire en en la considération que lui aurait porté César, parce qu'il avait un ancien lien entre eux, comme nous l'avions dit lorsque nous évoquions la jeunesse partiellement romaine du chef gaulois. Et certains historiens ont évoqué une relation non pas de subordonné à chef, mais Ouais, certains ont évoqué une relation d'amitié. c'est Alors, ça. ce sont des éléments qui manquent. En tout cas, on est quasiment certain que Vercingétorix a approché César en tant que soldat romain, en tant que troupe auxiliaire. Et on suppose que Vercingétorix comptait sur cette faiblesse, on va dire, cette fibre sentimentale. Mais c'est ce que dit justement Dion Cassius dans un texte assez émouvant. Il explique, je cite, que après cette défaite, Vercingétorix, qui n'avait été ni pris ni blessé, pouvait fuir. Mais espérant que l'amitié qui l'avait uni autrefois à César lui ferait obtenir grâce, il se rendit auprès de lui sans avoir fait demander la paix par un héros, et parut soudainement en sa présence au moment où il siégeait dans son tribunal. Son apparition inspira quelque effroi, car il était d'une haute stature, et il avait un aspect fort imposant sous les armes. Il se fit un profond silence. Le chef gaulois tomba aux genoux de César et le supplia en lui pressant les mains sans proférer une parole. Cette scène excita la pitié des assistants, car le souvenir de l'ancienne fortune de Vercingétorix, comparé à son malheur présent, César, au contraire, lui fit un crime des souvenirs sur lesquels il avait compté pour son salut. Il mit la lutte récente en opposition avec l'amitié qu'il rappelait, et par là fit ressortir plus vivement l'odieux de sa conduite. Ainsi, loin d'être touché de son infortune en ce moment, il le jeta, donc Vercingétorix, sur le champ dans les fers et le fit mettre plus tard à mort après en avoir orné son triomphe. Vous
Vous savez que cet épisode de la mort de Vercingétorix se déroule 6 années plus tard, Franck en 46 avant Oui. Jésus-Christ. Donc comme tu l'as dit, lorsque César termine la guerre des Gaules, il y a son triomphe à Rome et Vercingétorix est attaché, enchaîné derrière le chariot qui porte César triomphant. Donc en fait, cette guerre des Gaules se termine donc 2 ans plus tard, mais la bataille d'Alésia est vraiment le tournant majeur, en ce sens qu'elle montre une bonne fois pour toutes la supériorité technique, tactique, stratégique et diplomatique des Romains, et surtout, elle prive les Gaulois de leur chef, en fait, tout simplement. Oui, effectivement. Donc, ce qui fait que les Gaulois ne seront jamais plus des peuples indépendants. Alors, ensuite, ils s'accultureront, comme chacun le sait, avec les Romains, ce qui fondera une civilisation originale, la civilisation gallo-romaine, qui est un des substrats ethnoculturels du peuple français et qui durera jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire au milieu du 5e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Donc pour conclure, cette défaite marque la fin également de cette Gaule à la fois terrifiante par ce côté chevelu, les arbres, les fourrés, puis ce côté également très dynamique avec cet art de la métallurgie, du vin, la cervoise, même le blé. La Gaule était aussi un grenier pour Rome. Et par la suite, la guerre des Gaules en fait a servi de marchepied pour la carrière politique de César, qui le fera devenir le premier des Romains. Et puis il faut dire que la Gaule ne sera pas une nation asservie, puisque de manière intéressante, par exemple, on trouvera des sénateurs gaulois au Sénat de Rome dans les siècles qui vont suivre, comme quoi il y a vraiment une acculturation qui dépasse de très loin l'échange de techniques, comme par exemple pour fabriquer la céramique. C'est vraiment une acculturation, y compris des anciennes notabilités gauloises, au monde politique romain, désormais élargi à tout un empire, puisque aux côtés de la Gaule, il y aura aussi l'Hispanie, la Belgique, ce qu'on appelle la Bretagne, c'est-à-dire la partie inférieure de l'actuel Royaume-Uni, qui seront conquises, et naturellement ces différentes régions qui sont des provinces, comme on dit dans le système administratif romain, créeront non seulement des notables favorables à l'ordre romain et à la paix romaine, mais enverront aussi des parlementaires siégés au Sénat de Rome. Donc c'est une illustration comme quoi ces peuples, s'ils sont durement vaincus et humiliés, ne sont pas asservis, en fait fusionnent finalement avec ce grand peuple romain qui sera celui à partir du 1er siècle d'un empire étendu à quasiment toute l'Europe, à l'Afrique du Nord et à l'Asie mineure. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout, c'est pas noir et blanc, quoi. Voilà, il y a une acculturation assez logique entre les différents peuples. D'où le nom de gallo-romain. Oui, d'où le nom de gallo-romain. Et puis voilà, quoi, le fait que cette histoire, cette part de l'histoire romaine soit aussi une part de l'histoire de France, en soit le substrat en tout cas. Chers auditeurs, chères auditrices, merci à tous pour votre fidélité sur Fréquence Histoire. Gauthier, merci beaucoup. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Voilà, chers amis auditeurs, rendez-vous dans 15 jours sur Fréquence Histoire.